Bienvenue à toutes et à tous sur notre chaîne Astronature 49 pour cette émission consacrée aux éphémérides du ciel de ce mois de janvier 2026. En ce début d'année, vous pourrez admirer la pluie d'étoiles filantes des quadrantides dont le maximum aura lieu le 3 janvier. Vous aurez aussi l'occasion de voir la comète 24P Chomas qui va passer au plus près de la Terre le 4. Mais vous aurez aussi et surtout bien l'occasion d'observer la plus grande planète de notre système solaire, à savoir Jupiter, qui sera visible toute la nuit ce mois-ci puisqu'elle passera à l'opposition le 10. Enfin, vous découvrirez la pépite du mois qui a été sélectionnée avant bien sûr la photo du mois qui clôturera notre émission. Comme chaque mois, donc, je suis accompagné de Mathieu, notre astronome amateur. Mais nous aurons aussi la joie d'écouter Robin, qui n'est pas présent euh, pour cette émission, mais on aura la possibilité de l'écouter en différé. Nous allons donc débuter tout de suite avec ce premier événement qui a lieu le 3 janvier, et il s'agit donc du maximum de l'activité des quadrantides. Alors Mathieu, est-ce que les conditions seront idéales pour l'observation de cette pluie? Alors tout d'abord, les quadrantides, en fait, si vous ne le saviez pas, c'est la première activité météoritique de l'année. Et elle commence assez fort. Parce qu'en termes d'étoiles filantes générées à l'heure, elle se place à peu près, en fait, au même niveau que les fameuses Perséides d'août et les Géminides de décembre. Alors, elles génèrent en moyenne 80, 90 météores à l'heure. Mais attention, l'activité peut exploser sans qu'on ait forcément les moyens de l'anticiper. Alors, à titre d'exemple, le pic de 2014 avait donné lieu à un bref pic isolé de plus de 300 météores à l'heure. Et puis, quand on consulte des rapports d'observation plus anciens, on remarque que des événements similaires ont pu se produire, notamment dans les années 1960-70, et même jusqu'aussi loin que 1864. Alors évidemment, pour cette nouvelle année, c'est la surprise. Surprise qui sera quand même gâchée par une pleine lune qui a la bonne idée de tomber pile au moment du pic de ce cru 2026. Donc j'encourage d'ailleurs, soit dit en passant, ceux qui sont curieux d'en savoir un petit peu plus sur ces quadrantides, à voir ou à revoir notre émission des éphémérides du ciel de janvier 2025, où j'avais donné un petit peu plus de détails les concernant. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur cette pluie d'étoiles filantes. Dommage bien sûr que la clarté de la Lune gêne l'observation des météores, mais vous aurez peut-être l'occasion d'en voir quand même des quelques-unes plus lumineuses qui se feront remarquer dans le ciel. Nous allons pouvoir passer maintenant à ce deuxième événement qui a lieu le 4. C'est la comète 24P Chomas qui passe au plus près de la Terre. Et donc, nous allons pouvoir écouter Robin en différé qui va nous parler de cet événement. En janvier, le ciel ne se limitera pas seulement aux constellations glacées et aux planètes brillantes. Une autre visiteuse, venue des confins du système solaire, nous rendra visite. Il s'agit d'une comète 24P Chomas. Alors elle n'est pas aussi spectaculaire que d'autres comètes plus célèbres, elle ne fait pas non plus la une de médias, mais elle reste néanmoins très intéressante. Alors 24P Chomas, c'est une comète périodique de la famille de Jupiter. Alors elle effectue une orbite en 8,2 années, donc ce qui est relativement faible finalement. Et pourquoi on appelle ça une comète de la famille de Jupiter? Parce qu'elle est fortement influencée par cette planète, Jupiter. On sait que Jupiter c'est une planète qui est très très massive et qu'elle a une influence gravitationnelle sur de nombreux corps célestes et notamment les comètes et les astéroïdes. 24 Péchomas, c'est une comète qui a été découverte en 1911 par l'astronome français Alexandre Chomas. Donc vous comprendrez que il a donné son nom à cette comète. Et elle mesure environ 2 à 3 km de diamètre.
et elle est constituée de glace, de poussière, et justement, à chaque fois qu'elle passe à proximité du Soleil, ces glaces à sa surface vont se sublimer et passer à l'état gazeux pour s'échapper dans l'espace. Donc c'est ce qui va former et provoquer la chevelure qu'on va pouvoir observer sur Terre et parfois aussi des queues. Alors, cette comète, elle a fait pas mal parler récemment, notamment le 26 décembre. Pourquoi? Parce qu'elle est visible dans la constellation de la Vierge. Et vous savez que dans la Vierge, il y a énormément de comètes, pas de comètes qui sont visibles, mais de galaxies qui sont visibles. Et elle est passée à toute proximité d'une galaxie qui s'appelle M100, Messier 100, et les astrophotographes ont eu le plaisir de la prendre en photo dans le même champ d'image. Donc évidemment, comme elle se déplace, elle ne va pas être à la même position au fur et à mesure des jours, et donc les photographes ont vraiment saisi ce moment pour la prendre en photo. Donc à quoi on peut s'attendre en janvier? Ce qu'il faut savoir, c'est que la comète atteindra son périhélie le 8 janvier, mais elle aura une magnitude, alors bon, on ne peut pas forcément prédire exactement à l'avance quelle magnitude aura la comète, mais on estime qu'elle aura une magnitude entre 7 et 8, donc ce qui est relativement faible. À l'œil nu, ça sera très très difficile de l'observer, mais avec un télescope suffisamment gros, avec un diamètre suffisamment important, vous pourrez la voir. Mais alors à quoi s'attendre? Faudra pas s'attendre à quelque chose de vraiment spectaculaire. Vous verrez simplement une petite tache verdâtre qui, si vous l'observez de jour en jour, se déplacera par rapport au fond du ciel. Mais voilà, faut pas s'attendre à avoir une chevelure très importante. En photographie, par contre, ça sera peut-être plus aisé de voir cette comète et de révéler sa faible chevelure. Donc voilà. Mais je vais préciser maintenant, si vous voulez vraiment la repérer, comment la repérer justement avec Stellarium, donc il y a un logiciel de carte du ciel, et je vais vous décrire les quelques étapes qui vous permettront de la repérer et de la localiser dans Stellarium, parce que de base, les comètes périodiques comme ça, elles ne sont pas forcément présentes, et si vous voulez la taper dans la barre de recherche, vous ne la trouverez pas. Donc je vais vous décrire brièvement les étapes à suivre dans votre logiciel pour pouvoir actualiser les comètes qui sont visibles. Donc dans un premier temps, une fois que vous ouvrez Stellarium, vous pourrez aller dans Configuration générale, donc sur le côté gauche de l'écran, ou bien vous appuyez sur la touche F2. Vous allez dans Plugin, dans Éditeur de système solaire, vous cliquez Charger au démarrage, et vous allez ensuite dans Configurer. Ensuite, vous allez dans l'onglet Système solaire, Importation des paramètres orbitaux, vous cochez le comète, et ensuite vous faites Obtenir les paramètres orbitaux MPCC, si je ne dis pas de bêtises. Alors je ne sais plus qu'est-ce que ça veut dire exactement. MPC, ça veut dire Minor Planet Center. Donc voilà, c'est des positions qui sont actualisées régulièrement par Stellarium. Et donc vous redémarrez le logiciel, et lorsque vous allez redémarrer le logiciel, vous pourrez taper 24P Chaumas dans la barre de recherche, et donc cela s'affichera. Donc voilà pour cette comète, qui s'annonce quand même plutôt intéressante. Et il faut savoir aussi que à chaque fois qu'elle repasse à proximité du Soleil, eh bien les scientifiques l'étudient, et les observateurs, nous aussi, on peut voir, et on pourra constater que la configuration de la comète change d'année en année, enfin de période, à chaque fois qu'elle passe à proximité du Soleil. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'elle passe, elle va perdre de la matière, perdre des gaz, et donc la configuration, la structure même de la comète va se transformer, va changer, et donc ça peut être constaté par les scientifiques. Donc voilà pour cette comète et cet événement qui sera visible courant du mois de janvier. Merci donc Robin pour tous ces conseils que tu as pu nous donner, notamment sur l'observation de cette comète et donc sa position dans le ciel. Nous allons terminer pour les événements avec celui qui a lieu le 10, c'est l'opposition de Jupiter, de la plus grande planète de notre système solaire,
Alors, que peut-on dire de cette planète, Mathieu? Eh bien, en fait, cette année, on retrouve Jupiter dans la constellation des Gémeaux, donc près des étoiles Castor et Pollux. Mais Jupiter a un éclat tellement formidable, tellement brillant. En fait, c'est l'astre le plus brillant du ciel après le Soleil et la Lune dans les nuits hivernales actuellement. Vénus est encore un peu plus brillante, mais bon, elle est en conjonction solaire, donc elle ne sera pas visible. Donc Jupiter prend la place qui devrait normalement revenir à Vénus en ce mois de janvier. Euh, Pas besoin forcément de donner de détails concernant son repérage, puisqu'en fait, elle sera évidente dans le ciel à l'œil nu et extrêmement simple d'accès avec n'importe quel instrument. Pour cette opposition de Jupiter 2026, donc je vous propose deux points d'attention en particulier. D'abord, il faut savoir qu'en 2026, c'est l'équinoxe jovien. Ça veut dire que, en fait, son plan équatorial est traversé par le Soleil. Mais puisque le plan équatorial de Jupiter est aussi le plan orbital des quatre satellites galiléens, je rappelle les quatre satellites galiléens, leurs noms, donc il y a Io, il y a Europe, il y a Ganymède et Callisto, qui sont en fait les quatre plus grandes lunes de Jupiter. Et en fait, ce plan orbital de ces quatre satellites se retrouve aussi traversé par le Soleil. Donc, depuis la Terre, vu depuis la Terre, eh ben, ça donne lieu à des éclipses et des occultations entre les satellites eux-mêmes. Et ces événements, eh bien, on les appelle, ces événements, pardon, reviennent d'abord tous les 6 ans, qui reviennent tous les 6 ans, on les appelle les fémus. Fému, en fait, c'est un diminutif qui veut dire phénomène mutuel. Et donc, les phénomènes mutuels reviennent à chaque équinoxe jovien, donc tous les 6 ans. Et il se trouve que ces prochains FEMU eh bien, vont avoir lieu entre mai 2026 et août 2027. Donc, de beaux balais en perspective concernant les satellites joviens, de belles observations à faire et des photos encore plus intéressantes peut-être à réaliser pour ceux qui sont équipés. Deuxième point d'attention, après les FEMU, on garde un œil vigilant sur la bande équatoriale sud de Jupiter. Vous savez qu'en fait, Jupiter, euh, ce qu'on voit de Jupiter, c'est son atmosphère. Son atmosphère est structurée en bandes nuageuses, une alternance notamment de bandes claires avec des bandes sombres. Vous avez une bande équatoriale claire qui est évidente et qui est de part et d'autre entourée de deux grosses bandes sombres qui sont appelées d'un côté la bande équatoriale nord et de l'autre la bande équatoriale sud. La bande équatoriale sud, actuellement, c'est la bande nuageuse sombre la plus large que l'on puisse observer sur Jupiter, donc la plus évidente dans n'importe quel instrument d'amateur, même les plus petits. Et il se trouve que l'activité de cette bande en particulier, elle possède un cycle de 15 ans, au bout duquel celle-ci semble disparaître. Alors plus précisément, en fait, change-t-elle de couleur, passant de brune à blanche. Donc c'est assez spectaculaire à observer, vraiment. On pense que l'origine de ce changement, en fait, c'est une baisse de température qui a lieu au sein de la bande et qui va avoir pour effet en fait de désactiver toute activité convective locale au passage. Alors, la longue traîne perturbée qui se trouve généralement à l'arrière de la grande tache rouge s'évapore, puis un voile de nuages clairs commence à recouvrir toute la bande, ce qui signe en fait la disparition de la bande. Donc c'est vraiment la première chose qu'on va essayer de suivre, de surveiller, cette fameuse traîne qui se trouve à l'arrière de la grande tache rouge. Le moment où elle va disparaître va signer le moment où potentiellement la bande équatoriale sud va commencer à disparaître. Alors c'est un processus qui prend des mois à se mettre en place. La bande ne va pas disparaître du jour au lendemain après la disparition de la traîne perturbée derrière la grande tache rouge, mais elle va disparaître quand même progressivement. Voilà. Donc, il peut s'écouler, comme je le disais, quelques mois, plusieurs mois, même certainement, avant un retour à la normale. Alors, en fait, il s'avère que la dernière disparition de la bande équatoriale sud a eu lieu entre 2009 et 2010. Je disais tout à l'heure
que le cycle de la bande équatoriale sud, c'est un cycle de 15 ans. Donc si vous faites un rapide calcul, en fait, vous vous rendez compte qu'on arrive en 2026, on est arrivé au bout de ce cycle de 15 ans. Donc probablement, très probablement que la bande équatoriale sud va de nouveau disparaître. Quand on ne peut pas vraiment l'anticiper de manière précise, mais c'est vraiment un point d'attention et puis un deuxième point d'attention avec les FEMU qui pourra porter à l'intérêt de l'observation de Jupiter pour cette opposition 2026. Voilà, ben merci messieurs pour ces deux points et puis ce sera l'occasion aussi d'observer ces phénomènes sur Jupiter. Nous allons passer maintenant à la deuxième partie de notre émission. Donc il s'agit des pépites du mois. Donc, eh bien, Mathieu, qu'est-ce que tu as choisi donc de nous faire découvrir ce mois-ci? Alors, vous connaissez probablement Sirius comme l'étoile la plus brillante du ciel nocturne. Mais est-ce que vous saviez qu'elle est en fait constituée de deux composantes, cette étoile? Alors, il y a l'étoile principale, hein, qu'on appelle Sirius A, qui est en fait une étoile, vous le savez certainement, 2 fois plus grande et plus lumineuse que notre Soleil. Mais ce qu'on sait peut-être un peu moins, c'est que autour d'elle orbite une deuxième composante qui, elle, s'appelle Sirius B et qui est en fait une naine blanche, donc une étoile qui est arrivée en fin de vie et en fait ce qu'on pourrait appeler un cadavre stellaire. L'étoile ne brille plus par réaction de fusion nucléaire, mais brille par euh, rayonnement résiduel. Alors, la difficulté de l'observation en fait de Sirius B, c'est le couplage d'un énorme différentiel de luminosité, parce que il faut savoir que Sirius A, s'il a une magnitude de moins 1,4, qui est quand même très brillante, faut rappeler que Sirius, c'est l'étoile à proprement parler, la plus brillante du ciel, après notre Soleil, évidemment. Eh bien, Sirius B, elle a une magnitude qui, elle, est de plus 8,5, comparable à la Lune Titan autour de Saturne, hein. Elle est même moins lumineuse que Neptune dans le ciel. Donc vous vous rendez vite compte de la difficulté. Vous avez une étoile très brillante à côté d'une étoile qui est extrêmement faible. Alors ça, il faut le coupler avec une forte proximité entre les deux astres qui n'est jamais supérieure à 11 secondes d'arc. 11 secondes d'arc, c'est tout petit. C'est vraiment, enfin, c'est une séparation angulaire qui est vraiment très faible. Alors la petite naine blanche, elle se retrouve donc tout logiquement noyée en fait dans l'éclat de la plus grosse. Et donc c'est surtout un défi qui est lancé aux observateurs chevronnés. Mais pourquoi j'en parle? Eh bien parce qu'il se trouve qu'en 2025, l'écart était maximal entre Sirius A et B. On était, alors pas à 11 secondes d'arc, mais entre 10 et 11 secondes d'arc, quelque chose comme ça. Et puis, comme Sirius B effectue une révolution complète en un peu plus de 50 ans, autour de Sirius A, eh bien, elle devrait rester idéalement positionnée encore quelques autres années avant enfin, quelques autres années, ce qui va permettre évidemment de pouvoir se lancer le défi de son observation de manière relativement facile, j'ai envie de dire. Alors, le cœur de l'hiver, et notamment ce mois de janvier 2026, eh bien, sont la bonne période pour ce faire. Alors, je dis bien très théoriquement, une lunette de 70-80 mm peut suffire à percevoir Sirius B dans de très bonnes conditions d'observation, avec un très fort grossissement. Ça, c'est très important de le souligner parce qu'en second d'arc, c'est quand même très faible comme écart angulaire. Donc, prévoyez un oculaire de faible focale pour pouvoir vous lancer en cette observation. Et si vous avez un instrument beaucoup plus gros, même un Dobson, je crains que ça ne soit pas de trop pour se lancer dans une observation aussi difficile. Voilà donc une observation à tenter pour cette double étoile, donc Sirius. Et nous terminons avec cette image prise par Mathieu, image du Soleil, et où nous pouvons voir eh bien, la dernière grande région active de l'année à nous avoir salué. En tout cas, merci à toutes et à tous de nous avoir une nouvelle fois suivis pour cette émission des éphémérides. Nous espérons que vous aurez l'occasion de faire de belles observations en ce début d'année. Alors n'hésitez pas à partager
vos commentaires sur cette émission et puis à la partager aussi autour de vous. En tout cas, on se retrouve le mois prochain pour de nouveaux événements. Et en attendant, eh bien, on vous souhaite un bon ciel.